Donc, comment obtenir la version catégorique à partir de ça? Et, je vais donner simplement l'idée. En fait, si l'on a une théorie classifiée par un topos de préfaisons, qu'on peut supposer, sans perte de généralité, être le topos des préfaisons sur l'opposé de cette catégorie des modèles finitement présentés de la théorie. Alors, si j'ai que cette catégorie satisfait la propriété d'amalgamation et des plongements conjoints, alors, si je considère le sous-topos de ça, correspondant à ça, donc ça me correspond par mon théorème de dualité à une unique quotient de cette théorie, c'est-à-dire une extension géométrique de la théorie dans sa signature, qui est classifiée par ça. Et ça, c'est la théorie des modèles homogènes de la théorie T. Donc, cette théorie classifiée par ce topos, comme ce topos est à la fois atomique et à deux valeurs, alors cette théorie est atomique et complète. Et donc, on peut appliquer ce résultat à condition de trouver un modèle spécial. Et en fait, on peut facilement voir que ici, j'ai présenté en fait les hypothèses d'une manière un peu trop forte. Donc, il faut présenter les hypothèses en demandant que, en considérant seulement les formules qui sont des atomes, qui appartiennent à une classe qui sépare le topos. Et donc, si l'on fait comme ça, je ne vais pas dans les détails, c'est un peu lourd, mais bon, si l'on fait ça, alors on peut voir que chaque modèle ultra-homogène et universel donne lieu à un modèle spécial dans ce sens. Et la topologie ici coïncide exactement avec l'autre. Donc, j'ai obtenu ça, en fait, comme ça, parce que les théories classifiées par les topos de préfaisons sont très jolies, parce qu'en fait, chaque catégorie peut être vue, chaque catégorie petite, peut être vue, à moins d'être complétée, Cauchy complétée, comme la catégorie des modèles finitement présentés d'une catégorie, d'une théorie de type préfaisons. Tu as dit à condition d'être Cauchy. Oui, s'il n'est pas, tu prends la complétion. Oui, parce que cette catégorie-ci est toujours Cauchy complète. Et toujours, donc il faut, oui. Sinon, lorsque par exemple on a une théorie donnée, qu'on a les extensions élémentaires, est-ce que ça forme quelque chose de galois? Et ça, c'est une question que j'analyse dans l'article aussi. Tu peux écrire le nom de... C'est l'article que tu as mis sur Archive, tu peux marquer le... Oui, ça s'appelle ça, Topologica Galois. Est-ce qu'on a la théorie de Galois différentielle dans ce cadre-là ça, je n'ai pas encore réfléchi. Ça, c'est un autre sujet d'étude. Et ton intuition par rapport à cette question? Mon intuition est qu'ici, on a un cadre évidemment très très général et en fait, donc, je n'exclus pas qu'il puisse être applicable dans beaucoup de contextes où les gens n'avaient pas idée qu'il pouvait exister des théories des Galois. Donc, bon, il faut essayer, simplement. Par exemple, si on prend le groupe algébrique C muni de l'addition, il n'admet pas de sous-groupe ouvert autre que lui-même. Même s'il est muni de la topologie de Zariski. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va donner Mais ici, les sous-groupes, je ne sais pas, il faut analyser quel type donc sa topologie n'est déjà pas une topologie proto... Oui, et la première chose, c'est de considérer la complétion prodiscrète du groupe. C'est la première chose à faire, parce que ici, on se met déjà dans le cadre naturel. Complétion prodiscrète ou proto-discrète? Proto-discrète. Oui, proto-discrète. Oui, donc ça risque d'y avoir un noyau. Oui, exactement. Donc, première chose, on considère ça. Ensuite, on voit si l'on trouve des choses comme ça. Mais quand même, la chose que je veux, en fait, souligner ici est qu'on a, vous voyez ici, apparemment, les deux théorèmes n'ont rien en commun, mais en fait, ils représentent la traduction l'un dans l'autre par des différentes représentations du topos. Donc, les topos vraiment sont très flexibles parce qu'on peut arriver à des équivalences de ce type par des voies complètement différentes.
Donc, oui. Maintenant, si on prend des espaces de Hilbert et qu'on fait la catégorie d'espaces de Hilbert Ok. avec les plongements isométriques, Ok, oui. ça peut donner quelque chose de la même chose. Mais en fait, la question est que l'existence de ces modèles spéciaux et donc de ces représentations des Galois n'est pas vraiment un gros problème parce que la théorie des modèles nous montre que pour les théories finitaires, essentiellement, on a toujours des modèles comme ça. Oui. Le problème, c'est avoir des objets ultra homogènes qu'on peut décrire explicitement parce que, au plus ou moins, Oui. dont on peut avoir une description concrète. Donc, il faut imaginer des candidats possibles à considérer. Par exemple, dans ton cadre, est-ce que tu penses d'avoir identifié un objet qui pourrait servir? En fait, on peut, mais dans ce cas-là, si on fait jusqu'à des objets d'une certaine cardinalité, l'objet donné doit être une cardinalité au-dessus pour pouvoir absorber le reste. Oui. Mais en fait, tu trouveras dans l'article toute une description sur les bornes qu'il faut mettre sur les cardinalités et morphismes élémentaires entre pour avoir... Donc, ça sont des remarques que j'ai faites dans l'article, donc on peut les trouver. Mais donc, en fait, une chose que je peux aussi dire est que déjà, avant moi, avait étudié le problème de représenter les topos atomiques en termes des topos des actions, pas d'un groupe topologique, mais d'un groupe localique. En particulier, c'est Eduardo Dubuc a écrit un article qui s'intitule Localic Galois-Fiori. Donc, évidemment, il y a des différences. Ça veut dire quoi, localique? Localique, c'est parce qu'au lieu de considérer des groupes à l'intérieur de la catégorie des espaces topologiques, on considère des groupes à l'intérieur de la catégorie des locales. Donc c'est quelque chose de vraiment bizarre. C'est quoi un local? Et local, c'est une algèbre d'Heyting complète. Donc on a un lien, évidemment, entre les espaces topologiques et les locales, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de points dans ce cadre-là. Donc on n'obtient pas des les sous-groupes, il y aurait une famille de sous-groupes qui joueraient le rôle d'algèbre de Heyting. Oui, ce sont des choses... En fait, c'est une théorie très compliquée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement appliquer dans des contextes. Parce que... Et en fait, il faut dire aussi que il y a des groupes topologiques qui ne donnent pas lieu à des groupes localiques. Donc, en fait, les deux théories sont disjointes. Ils ont évidemment des points communs parce que si l'on démontre qu'un groupe localique, par exemple, il est spatial, alors on obtient un groupe topologique. Et donc, on rentre dans ce cadre. Mais il y a d'autres situations qui... Est-ce que le fait d'être proto-discret entraîne le fait que c'est localique? Localique, non. Oui, mais on peut... disons qu'on peut associer toujours... d'une certaine façon, ça dépend de ce que tu veux dire comme localique. Évidemment, ça veut dire que tu peux associer un groupe localique à ça, si tu veux. Parce que tu as un point du topos. Et donc, pour tous les points d'un topos, tu peux construire le groupe localique des automorphismes de ce point. Le problème est que ça, c'est quelque chose de très formel, c'est une construction très compliquée et ça n'a rien à voir au niveau concret avec ça. Donc, bon, au niveau abstrait, il y a certaines connexions entre les deux théories, mais ça, c'est une théorie qui est, d'une certaine façon, applicable immédiatement à beaucoup de contextes différents. Donc,